Quand j'ai dit que j'allais au Salvador, mes proches n'ont pas trop compris. Oui, c'est quoi cette histoire de Salvador? C'est hyper dangereux comme pays, non? Vous êtes sûr de vouloir y aller? C'est où même d'ailleurs? Le Salvador, c'est un tout petit pays d'Amérique centrale. En fait, si on compte pas les îles, avec ses 6 millions d'habitants et ses 21 000 km², c'est le plus petit pays de tout le continent américain. Et comme vous allez le voir, on l'a parcouru de long en large. Jusqu'à peu, c'était l'un des pays les plus dangereux du monde. Mais en 2019, tout change avec l'arrivée du président Bukele. Et on peut dire qu'il a fait beaucoup parler de lui. Alors on s'est dit qu'on avait une chance inouïe pour découvrir ce pays boudé des touristes. Et je veux pas vous spoiler, mais c'était une sacrée aventure. Il est temps de revenir là où tout a commencé. Bienvenue au Salvador. Je me suis pas changée depuis 27 heures et je suis extrêmement malade. On a 2 semaines pour découvrir ce pays qui souffre peu à peu au tourisme. Après des années de guerre civile et des gros problèmes de gang avec les maras, on est ici aussi pour découvrir ce que le pays a à offrir et découvrir aussi le renouveau du Salvador. Si ma voix se pète pas, j'espère que je vais pouvoir vous raconter. Pour moi, j'ai plus de voix. San Salvador, la capitale du Salvador. Oui, ils ne sont pas allés chercher très loin le nom, même si en vrai, c'est la ville de San Salvador, fondée par les conquistadors espagnols, qui a donné le nom au pays bien plus tard. San Salvador est une ville vivante, qui grouille même. Dans son centre-ville historique, on peut y trouver la plus étrange et fascinante église que j'ai jamais vue. L'église El Rosario. Oui, je vais faire cet accent insupportable pendant toute la vidéo pour rendre hommage à mes lointains ancêtres espagnols. On profite ensuite de l'après-midi pour déambuler dans les rues du centre-ville. En fait, c'est fou de se dire qu'il y a 4-5 ans, ça aurait été absolument impossible de marcher comme ça dans la rue, en toute tranquillité, que ce soit en tant que touriste ou même en tant que locaux. La ville, elle s'est complètement transformée. Là, il est 19h30, ressenti 4h du matin. Il faut qu'on aille quand même manger, c'est important. Mais on n'arrive pas à se lever, quoi. Bon, moi, j'ai plus de voix, donc je vais vous laisser avec Jean-Baptiste pour le débrief de la journée. Attends, il faut que je me prépare. Donc on a enfin réussi à se lever pour aller dans un resto extrêmement local. Voilà, mais à part ça tout va bien et on a hâte de découvrir la culture salvadorienne. Bon, découvrir une culture, ça passe aussi par sa nourriture. Voyons voir ce qu'on a là pour le petit-déj. Des pupusas, des frijoles et des bananes plantain. Comme vous pouvez le voir, on vient de quitter la capitale, mais on n'est pas parti très loin. On a voulu aller voir le premier volcan du séjour, le volcan San Salvador. Décidément, ils ont bien capitalisé sur ce nom. La balade sur la crête du volcan est très tranquille. Le petit cratère qu'on voit au fond, il est apparu en 1917, suite à une éruption volcanique. Parce que oui, le volcan est toujours actif, comme beaucoup d'autres au Salvador. J'ai toujours pas récupéré ma voix, ou un peu, mais bon. On a visité le parc de Boquerón beaucoup plus vite que prévu. En 30 minutes, on a fait le tour, ce qui nous permet d'aller à Sushi Toto directement. On se donne rendez-vous dans 2 heures. On découvre sur la route le bonheur des dos d'âne, placés tous les kilomètres à des endroits hasardeux. J'étais à 9 km/h. Dès notre arrivée, on est émerveillé par Sushi Toto. Ce village colonial chargé d'histoire nous accueille avec ses maisons colorées, ses pavés, ses fleurs et son immense lac. Bienvenue à Sushi Toto. Je sais pas comment vous décrire ce sentiment quand on parcourt ces ruelles dont la bande-son oscille entre éclats de rire et le chant des oiseaux. On s'y sent tout simplement bien. Souvent on se plaint qu'il n'y ait pas de trottoir. Alors ici il y a des trottoirs mais ils sont à 1,50 m du sol. Voilà, faut faire des petits sauts pour monter dessus. Démonstration, petit saut. Voilà. Oh la vache. Après une pause jus de fruits, on découvre notre hôtel. Une ancienne maison coloniale rénovée, Casa 1800. Les chambres sont super cool, mais le clou du spectacle reste la vue folle sur le lac. L'après-midi, on veut découvrir le lac, le plus grand lac d'eau douce du Salvador. Vous savez ce qu'on dit ? Que englouti au fond du lac, il y aurait des ruines archéologiques d'une civilisation millénaire. Mais de quoi tu parles, Clémence ?
ok, pour comprendre un pays, il faut comprendre son histoire. D'abord, on avait les Pipiles, un groupe lié aux Aztèques qui vivaient tranquillement sur ces terres. Les conquistadors espagnols arrivent au Salvador en 1524 et ils font ce qu'ils ont fait sur tout le reste de l'Amérique. Ils ont écrasé la population. 300 ans plus tard, en 1821, le Salvador déclare son indépendance de l'Espagne. Mais, il fait d'abord partie de l'Empire mexicain avant de devenir une république indépendante en 1841. Ensuite, au XXe siècle, on a une succession de régimes très durs qui ont mené à des guerres civiles particulièrement violentes entre le gouvernement et la guérilla, dont la dernière s'est terminée en 1992. C'est là que les gangs arrivent. On les appelle les maras. Dans les années 2000, ils replongent le pays dans des vagues de violence. Et le Salvador devient l'un des pays les plus dangereux du monde. Jusqu'en 2019, où le président Nayib Bukele est élu. Il base sa campagne sur le fait qu'il va nettoyer le Salvador. Et en effet, il lance une politique très dure contre les maras, avec des arrestations massives, plus de 90 000, et un état d'urgence, transformant l'un des pays les plus violents du monde en l'un des plus sûrs d'Amérique. Des résultats spectaculaires, même si ces méthodes très dures sont aussi critiquées par les organisations pour des atteintes aux droits humains. Mais ici, on se rend vite compte que le président est adulé. Quand on arrive à l'aéroport, les gens prenaient carrément des photos avec son portrait. Bref, de retour à Suchitoto, la remontée vers le village est bien plus sportive. On profite des dernières lueurs du jour avant d'aller se poser à l'hôtel. On s'est levé très tôt ce matin, déjà parce qu'on s'est couché très tôt hier soir aussi, on est encore complètement déphasé. Et ce matin on est allé faire voler le drone et se balader pendant que la ville se levait, c'était trop bien. Et du coup on se retrouve ici pour le petit-déj, super petit-déj. Le programme de la journée, on va essayer d'aller dans une forêt très spéciale puisque c'est une forêt où il y a eu des affrontements pendant la guerre civile. Du coup on a envie de découvrir ça et il fait déjà très très chaud. J'espère que dans la forêt, il y aura des beaux arbres qui vont bien nous cacher le soleil, ça va être trop bien. On tombe sur pas mal de travaux sur la route qui, à ce stade de la journée, ne nous alertent pas plus que ça. Nous voilà dans la forêt de Sincuera. Aujourd'hui, c'est une forêt magnifique, mais elle cache une histoire beaucoup plus sanglante, car elle a servi de base pour la guérilla pendant la guerre civile. Ça, typiquement, c'était des camps utilisés par la guérilla. Ils arrivaient à cacher le feu et la fumée en creusant comme ça des canaux dans le sol et souterrain. Et ça permettait de ne pas se faire repérer par les forces aériennes. Bon, on est arrivé en haut du Mirador. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y avait beaucoup de montées. Vous allez me dire, c'est normal pour un Mirador, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Et en effet, sauf que là, il fait 36 degrés, 35, j'en sais rien. Et du coup, il fait très chaud. Et la montée était très longue. Mais la vue, ah ouais, ça vaut le coup, hein. Puis il n'y a personne. Il n'y avait personne. Les combats ont fait rage et les habitants ont déserté la zone. Depuis que tout est terminé, ils sont revenus et ont décidé de protéger la forêt et d'en faire un parc écologique. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire de travaux sur la route à l'aller ? Alors là, on s'y attendait pas du tout. Mais en fait, ils sont en train de refaire la route. Voilà. J'ai demandé à la fille s'il y avait un autre moyen d'aller à Suchitoto. Il n'y en a pas. C'est la seule route pour y aller. Et elle a dit qu'on pourrait bouger d'ici 50 minutes à 1 heure. Voilà, donc là, on est bloqué. En plus, on a un tour de bateau cet après-midi. On voulait quand même manger avant. Et en fait, ça va nous mettre un peu dans la merde, voire carrément dans la merde, cette histoire. Ça fait 40 minutes, là. Hein. Ça fait 40 minutes et voilà, c'est long. C'est long. C'est très long. Il y en a d'autres qui ont abandonné. Genre, ils sont vraiment mis en bord de route comme ça. Après, ça crée des liens. Si on parlait mieux espagnol, on pourrait se faire des copains, peut-être. C'est interminable. Va-t-on pouvoir repartir ? Je ne sais pas. Ça fait 1 heure qu'on attend au milieu d'une route, sous 36 degrés, à l'aide. Ça sent bon. Je pense qu'après 1h15 d'attente, nous allons pouvoir enfin partir. La première chose qu'on fait en arrivant enfin à Suchitoto, c'est manger. Malheureusement, au vu du vent, notre tour de bateau a été annulé. Autant vous dire qu'on abandonne toute activité et qu'on décide d'attendre sagement le coucher de soleil. Dernier jour dans cet hôtel incroyable avec cette vue complètement folle. On va pouvoir reprendre un bon petit déj
avant de partir faire le bateau. Alors le bateau, on devait y aller hier au coucher du soleil, mais il y avait tellement de vent que du coup on n'a pas pu y aller. On nous a proposé ce matin 9h. Alors bon, on va quand même évidemment y aller. Le problème, c'est que ça chamboule un peu notre programme, qui était déjà très serré pour la journée. À la base, on devait aller à Joya de Seren, qui est un site archéologique à l'ouest du pays, pardon. Et là, je pense que ça va être un petit peu juste, puisqu'à la fin, on doit rejoindre Ataco, qui est à 3 heures de route. Lors de la balade, on tombe sur la carcasse d'un avion militaire qui s'est écrasé en 2014. C'est sur cette dernière vue sur le lac qu'on quitte le village. On se dépêche car on doit traverser le Salvador en diagonale pour atteindre Ataco. Mais avant, on veut absolument jeter un œil aux ruines de la civilisation Pipil, le fameux site de Joya de Seren. À Joya de Seren, pas de temple ou de pyramide, mais les vestiges d'un véritable village, miraculeusement sauvegardé parce qu'il a été recouvert de cendres suite à une éruption volcanique. Oui, comme à Pompéi, une mine archéologique pour comprendre comment les Pipil vivaient. Et c'est reparti. Alors on a décidé de manger local aujourd'hui. On a trouvé ce magnifique Danish, qui est, je pense, une chaîne de fast-food. Voilà. Ça, c'est de la grande gastronomie. On arrive enfin à Ataco, au cœur des montagnes salvadoriennes. Il a l'heure pour le café. On va goûter un des meilleurs cafés du monde, selon je sais pas qui, mais apparemment tout le monde dit ça. Ils sont bons. Ah, c'est vrai qu'ils sont très bons. Ah oui, il a du caractère. J'ai l'impression d'être spécialiste alors que je suis pas spécialiste du café, mais c'est vrai que c'est un très bon café. Il arrache. Ah, il est très fort. J'ai jamais pris un café aussi Il est fort. très très fort. Ça va? J'ai jamais pris un café aussi fort. Bienvenue à Concepción de Ataco, connu pour son café et son art. Encore une fois, on est très gâtés niveau vue depuis la chambre d'hôtel. Vraiment, on se lasse pas de cette vue. Elle est complètement folle. Pour un hôtel qui, franchement, n'est pas très cher, quoi. Ça fait 20 minutes qu'on est assis là et qu'on regarde le coucher de soleil. Voilà. Tout simplement. Le soir, on regoute les pupusas, des sortes de galettes épaisses de maïs souvent farcies avec du fromage, de la viande, des haricots. Le soleil se lève à peine. On profite une dernière fois de la vue exceptionnelle de notre hôtel. Une nouvelle aventure nous attend dans le parc national de Cerro Verde. Cette forêt en altitude abrite les volcans les plus célèbres du Salvador, dont Izalco, surnommé le phare du Pacifique, parce qu'il a été en éruption presque en continu pendant près de 200 ans. Et bien sûr Santa Ana, qui est également rentré en éruption en 2005. C'est celui-là qu'on va monter. Pour ça, il faut qu'on trouve et un guide et un groupe. On va s'associer à une famille de Québécois et on commence la randonnée. Pour être honnête, le guide est pas très utile, mais on est obligé de le suivre. La vue sur Izalco, juste en face, est dingue. Puis on arrive en haut sur l'arête de son cratère, à déambuler dans la poussière entre le lac de Soufre et le lac de Coatepec. C'est vraiment impressionnant. On s'arrête pour déjeuner dans un restaurant qui donne littéralement sur notre prochaine destination, le lac de Coatepec. Et devinez quoi? On a encore trouvé le meilleur hébergement possible. Qu'est-ce que c'est que cette vue incroyable? Nous, on dort dans cette cabane, que l'on a pour nous tout seuls. Mais il y en a aussi une autre un peu plus haut, et il y a même des tentes dans le jardin. En fait, notre hôte nous explique que dans cette zone, il y a beaucoup d'hôtels de luxe hors de prix qui dénaturent les bords de lac. Et que lui, il a décidé de faire le contraire, proposer un endroit authentique, accessible et qui offre les mêmes activités. Je trouve que c'est hyper réussi. Nous, on termine notre après-midi dans la piscine. L'hôtel est vraiment trop cool. On est donc monté sur le fameux volcan Santa Ana ce matin. C'était très cool. Il faisait un peu chaud, on est peut-être parti un peu trop tard, mais c'était une bonne galère pour trouver d'autres touristes
avec qui partager le guide pour pas que ce soit trop cher. Ce qui est cool aussi, c'est que sur le retour, j'ai capté que le guide, il avait un petit sac poubelle et il nettoyait tout le chemin. Dès qu'il voyait un petit truc par terre, il le ramassait. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à un truc que j'ai lu il y a pas longtemps, comme quoi le Salvador travaillait énormément sur tout ce qui était nettoyage des plages, des lieux de tourisme et des lieux au global pour essayer de nettoyer le pays. Et je trouve que c'est une trop bonne initiative. Il y a des mecs qui chassent au harpon à côté de nous. C'est dingue. En cette matinée déjà bien chaude, on se rend sur le site archéologique de Tazumal, qui abrite la plus grande pyramide du pays. Ce qui est fou, c'est que cette ville faisait partie d'un réseau de culture qui échangeait avec tout le monde maya, et ce jusqu'au Mexique. On rentre ensuite au lac car une activité nous attend. Notre hôte nous a proposé de faire du jet ski. Il n'y a personne d'autre que nous sur le lac, la sensation de liberté est complètement folle. Petit cocktail pour nous remettre de nos émotions. Et on assiste au dernier lever de soleil de cet incroyable endroit. Donc on s'est mis en tête d'aller faire une randonnée qui s'appelle la randonnée des 7 cascades, qui apparemment est assez galère et qu'on peut absolument pas faire seul. Il nous faut un guide. Sauf qu'évidemment, on n'a pas de guide. Donc on s'est dit, allons directement à la cascade, en tout cas au début de la randonnée, pour essayer de trouver un guide. Sauf que là, plus on avance, plus les routes sont destroy. Et plus nos chances de trouver un guide là-bas me semblent assez minces quand même. On tente, et puis sinon, si on trouve pas, on ira directement à la plage, et puis voilà. Après, je suis deg parce que la randonnée avait l'air très très belle, donc on sait jamais, faut garder espoir. Bon, on s'est un peu perdu, je pense. En tout cas, c'est pas l'entrée. Donc, on va essayer un autre chemin, et puis sinon, on abandonnera. Comme on trouve pas d'autre chemin, on finit par se rendre dans un café dans le village le plus proche. Et coup de chance magistrale, il y avait un guide qui s'apprêtait justement à partir pour la randonnée des 7 cascades. Ni une ni deux, on monte à l'arrière de son pick-up et on se greffe au groupe. C'est parti pour les 7 cascades. Je pensais pas que ça m'amuserait autant, mais c'était une activité très marrante. La randonnée commence pile poil à l'endroit où on était tout à l'heure avec notre propre voiture. Mais bon, on n'aurait quand même pas pu s'y engager sans guide. Pourquoi ? Eh bien, vous allez voir. Déjà, il faut trouver son chemin dans une épaisse forêt. Après avoir traversé des cascades magnifiques, la dernière étape consiste à en escalader une. Oui, à main nue, sans aucune protection. Le guide nous installe une petite corde pour le début, puis c'est parti, hein. De toute façon, on peut plus faire marche arrière. Agitation tropicale, symphonie spatiale, équipage à force épousant l'exubérance impériale. Fuir les apparences futiles, les beautés mécaniques. Pardonner la décadence organique. Sous son décor sans bassine, ondule.
Je crois sans exagérer que c'était un des trucs les plus dangereux que j'ai fait de ma vie. Mais pour être honnête, j'ai adoré et en plus c'était beaucoup trop beau. Autant d'efforts, ça creuse, donc on se fait plaisir pour le déjeuner. Puis direction la plage. On arrive à El Zonte, pile pour le coucher du soleil. El Zonte, c'est un petit village de surf sur la côte pacifique, coincé entre les palmiers et le sable noir. C'est l'endroit par excellence pour se relaxer. Mais c'est aussi ici qu'est né le projet Bitcoin Beach, qui permet de payer presque partout en Bitcoin. Vers 2019, un donateur anonyme aurait donné une importante quantité de Bitcoin à une petite organisation locale qui travaillait avec les jeunes du village. L'idée était simple, utiliser le Bitcoin pour soutenir l'économie locale, à condition que l'argent reste dans la communauté. Et ça a très bien marché. Le projet est devenu tellement connu que le président Bukele s'en est inspiré pour faire du Bitcoin une monnaie légale en 2021. Une première mondiale. Et c'est vrai qu'on peut payer dans tout le pays avec du Bitcoin, même dans des petites épiceries au fin fond du Salvador. Le coucher de soleil, c'est une véritable institution ici. Ça surfe, ça chill et ça boit des cocktails. Bon, j'avoue que les levées de soleil sont pas mal non plus. Il est temps de s'adonner à l'activité principale de la région. Et l'idée est de trouver où se mettre à l'eau puisque les vagues sont particulièrement puissantes ce week-end-là. On prend donc un prof pour nous aider. Vu la puissance des vagues, j'ai pas tenté des choses que je ne savais pas faire. Mais c'était très cool comme session. On part donc déjeuner. J'ai une ambition très claire pour l'après-midi. Profiter de l'hôtel et ne rien faire. Et je peux vous dire que j'ai excellé dans cette activité. À un moment, je me suis posée, j'avais l'impression que quelqu'un s'amusait à me balancer des choses sur la tête. Et au bout de 5 minutes, j'ai trouvé le coupable. Je rêve. Je me lance des trucs dessus depuis tout à l'heure. Je me disais, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Bah, je sais dorénavant. Voilà. Premier jour à El Zonte et première session de surf ce matin intense. Les vagues sont quand même très puissantes dans l'océan Pacifique. Mais c'était trop cool. On a pris des cours en plus, le mec était trop sympa. Et puis évidemment quand on se fait pousser, c'est un peu plus simple. Donc on a vraiment pris du plaisir. Un endroit assez touristique, mais finalement c'est plutôt cool de voir aussi des endroits animés avec plein d'endroits où sortir, où aller boire des verres, où manger. Le lendemain matin, petit déj avec vue et on file louer une planche de surf. On dirait pas comme ça, mais les vagues sont encore plus puissantes que la veille. Du coup, ils nous demandent de rester au bord. Ça donne donc des séquences vraiment impressionnantes. Ne vous moquez pas, d'accord ? Nouvelle session de surf ce matin, avec des vagues beaucoup trop puissantes pour nous, on peut le dire. C'était vraiment des murs, c'était vraiment impressionnant pour le coup. Et donc on s'est cantonné aux mousses de par notre niveau.
et parce que aussi on avait loué la planche et on a déjà cassé un aileron sur les mousses, donc on aurait évidemment explosé la planche en deux si on était parti plus loin. Ceci dit, c'était trop cool. Le cadre est fou, la mer est chaude, enfin c'est trop bien quoi. La région nous réserve une autre surprise. On part faire du cheval sur une plage à côté. Je tiens à préciser que c'est la 3e fois de ma vie que je monte sur un cheval. Après quelques minutes tranquilles, on comprend que notre guide nous laisse une totale liberté. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être assez à l'aise pour un jour aller au galop. J'ai envie d'aller vite, mais je sais que je peux pas aller plus vite parce que j'y connais rien. Sauf que je vais petit à petit me faire confiance et ce qui devait être une simple balade à cheval va se transformer en un moment exceptionnel. Merci le Salvador de m'avoir fait réaliser un de mes rêves. Là, on va changer de lieu. On va à Riquilisco. On a un hôtel complètement paumé au milieu de la région. Tellement paumé que Google ne trouve pas la route pour y aller. Donc, on va essayer d'y aller via Maps.me qui apparemment nous propose une route. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça va être trop bien parce qu'on va vraiment découvrir pour le coup un petit paradis caché, quoi. Pour peu qu'on trouve l'hôtel. Mais on va le trouver, bien sûr. Hein ? Sûr. C'est sûr. Direction la baie de Riquilisco, l'un des écosystèmes les plus importants du Salvador. Mais c'est aussi une zone très reculée et pas vraiment facile d'accès, on va vite s'en rendre compte. Oui, on va finir par se perdre. Pour rejoindre le point sur la carte, on essaie simplement de prendre la moindre route qui semble nous en rapprocher. On va essayer de s'en sortir vivant. Mais à ce stade, rien n'est moins sûr. On sait pas où on va en fait. Mais les routes sont en très mauvais état et on n'a clairement pas un 4x4. Et le soleil commence à se coucher. Vraiment la flemme de dormir au milieu d'un champ dans la campagne salvadorienne. On fait donc demi-tour et on appelle l'hôtel. L'échange en espagnol est très laborieux. On partage notre localisation et il nous envoie une photo d'un portail qu'on est censé trouver. Ok, on a fini par trouver l'entrée. JB a eu l'œil. Il l'a vu de loin. On était finalement juste à côté, mais il fallait passer par une porte fermée à clé. Donc c'était un peu avec un poste de garde. Très original. Mais bref, let's go, on va peut-être arriver avant la nuit, on y croit. Il y a un mec qui est venu nous chercher. Et je pense qu'on va y arriver. Une vraie aventure, mais au moins c'est trop beau, les paysages sont oufissimes. Mais parce qu'une fois le portail passé, il faut atteindre l'hôtel. Ils nous ont donc envoyé un mec de la sécurité, armé, pour nous escorter. On arrive enfin dans une zone aménagée. Une forêt de palmiers plus tard et un nouveau mec qui nous escorte, puis on tombe enfin sur notre cabane. Bon, ça valait le coup de faire tout ce trajet. Et ce, même s'il y a des crocodiles juste en bas de notre hébergement. C'est rassurant. On est enfin réussi à atteindre l'hôtel, qui est très très mignon, qui est complètement perdu au milieu d'une jungle de palmiers luxuriantes. C'est dingue. Comme la cuisine ferme à 17h, ils nous ont préparé un petit pique-nique. Bienvenue à Riquilisco. Cette baie abrite la plus grande zone de mangroves du Salvador. Ces forêts qui poussent dans l'eau salée sont essentielles pour protéger la côte et abritent énormément d'animaux. On commence la journée par un bon petit-déj. On va avoir besoin de force pour explorer la région. Parce que pour voir les mangroves, rien de mieux que le kayak. Un guide va nous emmener explorer la rivière. Oh, something gold. Oh, something gold. Oh, something good tonight. Make me forget about you tonight. Get high, get the floor before you go. Matador.
señor, ¿hay lagartos aquí? ¿Sí? Ah, ok. Oh, something good. Oh, something good. Oh. Je pensais pas que j'aurais aussi mal au bras après 1 heure de pagaie, mais c'était super paisible. Comme d'hab, il y avait que nous. On part se détendre à la piscine. 48,000 seas, bleeds and rolls, my memories of you. La baie de Riquilesco n'accueille pas que des arbres, mais également beaucoup d'animaux. On se rend dans la réserve avec un guide à la recherche d'animaux à observer. C'est comme ça qu'on tombe sur des singes araignées, une espèce qui a une queue ultra puissante et précise qu'elle utilise comme une troisième main. C'est fascinant à regarder. Notre guide les appelle dans la forêt pour attirer leur attention et pour cela il utilise un surnom local. Va Pancho! Ouais! Hey! Ouais! On tombe aussi sur de magnifiques oiseaux. Et bien sûr sur le fameux crocodile. Il est temps de profiter du coucher de soleil, d'autant plus qu'on est seul sur la digue. En restant là, on va même tomber sur des tortues qui nagent sous nos pieds. C'est une tortue imbriquée, une espèce gravement menacée d'extinction. Ici à Riquilesco, elles utilisent les mangroves de la baie pour pondre leurs œufs. Toute la région est mobilisée pour les aider. On se rend à l'extrême sud du pays pour rejoindre la Unión, qui va nous permettre de passer une nuit mémorable, dormir sur un volcan. Pour ça, on avait rendez-vous avec une agence. Mais sur place, la communication est pas simple. Sans aucun contexte, on nous fait monter dans une voiture et on nous trimballe dans la ville. Là, le guide, c'est original, en fait, il nous parle uniquement grâce à des gestes. Et sans aucun mot. Du coup, c'est assez galère de savoir où est-ce qu'on est censé aller. On est assis sur des pneus aussi. Donc on ne sait pas si on est tout seul, on ne sait pas à quelle heure on part et on ne sait pas si on est au bon endroit, mais c'est pas grave. Ce qui était très sympa. Je crois. Pas tout compris. Puis, mesdames et messieurs, notre carrosse est avancé. On sait pas trop pourquoi il y a des militaires qui montent avec nous, mais c'est parti. On va monter le volcan avec ce véhicule. Pendant plus d'1 heure, on va gravir la pente et je peux vous dire que ça secoue. C'est une véritable attraction pour moi. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup trop rire. On arrive enfin au camping. Nous, on a une tente un peu à l'écart des autres. La vue est à couper le souffle. Et ben, on est vraiment pas mal installé finalement. C'est ultra confortable. Hein. Bon, il est temps de se coucher, le vent souffle très fort la nuit, mais la promesse du lever de soleil suffit à nous faire endurer tout et n'importe quoi. Et ben voilà, une des dernières aventures au Salvador vient de se terminer ici, dans un cadre de dingue. C'est une aventure qui secoue pas mal quand même, parce que la montée ça secoue, et la nuit ça secoue aussi. Mais la vue est folle, ça valait grave le coup.
Par contre, on est des gros débiles parce qu'on est parti sans pull et sans pantalon de rechange. Ce qui fait que non seulement je suis habillée par Etière, mais en plus de ça, on s'est un peu gelé ce matin. Voilà, on peut le dire. Là, on part à Alegria, qui est une petite ville, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais ça a l'air trop cool. Et le Airbnb est dans un endroit vraiment très sympa. Mais je vais pas spoiler. Après cette matinée exceptionnelle qui va rester gravée en moi très longtemps, on redescend par le même chemin et on s'en va direction les montagnes. Alegria, ce petit village perché à 1200 mètres d'altitude, respire la tranquillité. On y déguste d'abord un burger de qualité et on part la découvrir. Cette région est également connue pour son volcan. Oui, encore un volcan. Mais celui-ci est très spécial parce qu'on peut se balader à l'intérieur, à côté de son lac. Hey, I'm a fucking workaholic with a passion in my heart, treating rapping as an art, which you have to be a part of. I just copped a new car to hear it start up. Try to do the right thing and please come on. All I want to know is where the fuck did you have to go? Notre Airbnb se trouve dans le village à côté, Berlin. On s'est encore perdu pour la 40e fois d'affilée. Alors les Airbnb sont pas faciles à trouver, on va pas se mentir. Parce qu'il y a des routes qui sont indiquées sur Google et qui ne sont pas du tout, qui n'existent pas dans la vraie vie, quoi. Ceci étant dit, on va tenter toutes les rues de la ville et on va bien y arriver. C'est le plan. Et là, le spectacle est magistral. C'est la plus belle vue d'hôtel que j'ai eue de toute ma vie, sans aucun doute. On a juste qu'à s'asseoir et à profiter du coucher de soleil. En vrai c'est délirant, moi je me dis je vais commander un petit truc, ça coûte $8, ça va pas être énorme. Il y a beaucoup de bouffe là. Et oui, il y en a beaucoup pour $8. Assez tôt le matin, on voit passer des travailleurs au pied du Airbnb. On loge en fait sur une finca de café. Le café a été pendant plus d'un siècle la base de l'économie du Salvador, au point d'être appelé le grain d'or et de structurer toute la société rurale. Aujourd'hui, le pays produit moins de volume, mais reste très respecté pour son café arabica de haute qualité. J'en profite pour me balader dans les environs, ce qui me donne évidemment l'envie d'acheter ce fameux café. En nous rendant dans une épicerie, on tombe sur le propriétaire de la finca et du Airbnb. Le mec est très sympa, il nous amène dans la zone où est produit le café. Bon, il nous explique que le café n'est pas encore prêt à la vente, mais que si on attend 1 heure, il peut nous torréfier quelques grains et nous produire un sachet chacun. Pas de choix, j'ai promis à mon frère de lui ramener du café, on va donc attendre. Nous, on n'a pas de machine à grains, donc une fois le café en main, il faut aller le moudre en ville. On trouve un atelier, mais la communication avec le mec qui le tient est impossible. On se comprend pas du tout. Il va donc nous emmener voir sa patronne logée dans une maison coloniale au cœur de la ville. Expérience improbable puisqu'on finit par ressortir avec notre café toujours en grains, mais un nouveau café déjà moulu en poche. Bon, on doit rendre la voiture, donc faut filer. On va encore suivre une route Google Maps qui a oublié de nous indiquer qu'il fallait un 4x4 pour la traverser. Je peux vous dire que la route va être très très longue. On finit par débarquer à la Costa del Sol pour notre dernière nuit, dans un hôtel fort sympathique. Il y a quelque chose de magique dans cet ultime coucher de soleil. Les vagues longues, les palmiers à perte de vue et la plage pour nous tout seuls. Et voilà, clap de fin pour ces 2 semaines de voyage au Salvador. Franchement, on s'est pris claque sur claque. C'est vraiment le pays le plus sous-coté d'Amérique centrale. Alors, j'ai pas fait tous les pays d'Amérique centrale, mais franchement, j'en entends rarement parler. Et pourtant, le pays a tant à offrir, c'est incroyable, que ce soit d'un point de vue culturel, mais surtout d'un point de vue paysage, plage, forêt, cascade, c'est ouf. Les gens en plus sont trop mignons, ils sont adorables, ils nous ont trop bien accueillis. Et ce malgré le fait qu'ils parlent quasiment pas anglais. Mais même avec notre espagnol catastrophique, bon, on est quand même arrivé à communiquer.
Puis petit bonus pour toutes les chambres incroyables dans lesquelles on a dormi avec des vues de fou, des vues sur des lacs, des vues sur des villes magnifiques, des vues sur des volcans aussi, voilà. Je crois que j'ai jamais eu d'aussi belle vue de toute ma vie, tout voyage confondu. Évidemment, tout n'est pas rose dans le sens où c'est quand même un pays qui a énormément souffert. Mais du coup, ça se ressent dans le sens où les gens sont hyper joyeux. Il y a de la musique partout, les gens sont tout le temps en train de rire. Il y a vraiment comme un sentiment de libération. En tout cas, la population est très satisfaite de Bukele. Alors, je sais pas du tout où ça va les mener et si les conditions vont s'améliorer pour les détenus. Mais en tout cas, nous, en tant que touristes, on a vécu une expérience absolument incroyable. Je vous invite à venir découvrir ce petit pays, le plus petit pays d'Amérique du Sud, d'Amérique tout court d'ailleurs. Allez, salut, à une prochaine. Qui est la place qui symbolise la réunification. Et je dis n'importe quoi. Là, on est actuellement perdu. Ça c'est porteur ça. Tu vois, là, on est content d'avoir une vitre. Oui. Là, tu vas là. Oui. Encore une fois, un excellent choix de restaurant. C'est parce que c'est lui qui l'a choisi, c'est pour ça qu'il dit ça. Il me tarde d'être dans une piscine et non, nous n'avons pas de piscine. Nous n'avons pas. Nous avons une douche. Donc, il va falloir se rabattre sur ça. Franchement, c'est la vue la plus stylée que j'ai jamais vue de ma vie. Just follow your